Bienvenue dans la matinale RCF. À quoi sert l'ONU ? Plus de 70 ans après sa création, le 24 octobre 1945, et au vu du nombre de conflits qui endeuillent encore la planète, la question mérite d'être posée. À quoi sert l'ONU ? Ce matin, notre grand invité est un journaliste qui, pendant 4 ans, de 2010 à 2014, a été à New York, correspondant à l'ONU. Bonjour Karim Lebourg. Bonjour. Je l'ai dit, vous avez pendant 4 ans vécu à l'intérieur du siège des Nations Unies et suivi donc l'actualité de l'ONU. Une expérience que vous racontez avec la dessinatrice Aude Massot dans un album de reportages dessinés publié chez Steinkiss. Ça s'appelle Une saison à l'ONU et c'est sous-titré Au cœur de la diplomatie mondiale. Et puis on peut rappeler qu'en 2010, vous aviez publié Jour tranquille à Gaza après vos 5 ans passés au Proche-Orient. Alors aujourd'hui, vous avez quitté le journalisme. Vous travaillez à Washington pour un centre de réflexion, International Crisis Group. Vous êtes donc de passage à Paris. On est content de vous recevoir à cette occasion. Votre album s'ouvre avec en exergue une citation du secrétaire général de l'ONU de 1953 à 1961. Je ne prononcerai pas son nom parce que c'est imprononçable. C'est vrai, Dame Arsengol, ouais. Voilà. Alors, il écrivait « L'ONU n'a pas créé le paradis, mais elle a évité l'enfer ». C'est encore votre conviction aujourd'hui ? Je crois, oui. On pose beaucoup la question, est-ce que l'ONU sert à quelque chose ? Est-ce que l'ONU est inutile ? Moi, je crois que l'ONU, effectivement, remplit un rôle essentiel. Aujourd'hui, encore plus au moment où le multilatéralisme est attaqué un peu de toutes parts. L'ONU, c'est un espace de dialogue. C'est l'endroit où tous les pays de la planète peuvent se retrouver, parler de problèmes. Et s'il n'y avait pas cet espace-là, les pays les plus puissants, États-Unis, Russie, Chine, ça serait un petit peu la loi de la jungle et imposeraient leur volonté sans prendre en compte la voix des autres pays. Donc c'est à ça aujourd'hui que sert l'ONU, à faire baisser les tensions internationales en ramenant tout le monde autour de la table. Ça ne marche pas toujours, mais ça marche quand même quelquefois. Quand on lit votre album, on comprend qu'on confond souvent le Conseil de sécurité avec l'ensemble de l'ONU. L'ONU, c'est bien plus vague, bien plus vaste que le Conseil de sécurité. Je crois que tout le monde connaît l'ONU et tout le monde en a entendu parler, mais personne ne sait exactement comment ça marche. Le taxi qui m'a amené à la radio ce matin me disait l'ONU c'est quoi ? C'est les casques bleus, c'est ça ? Oui, mais c'est pas uniquement ça. C'est bien plus large que ça. Et c'est vrai que on parle de l'ONU comme si c'était une espèce de gouvernement mondial qui aurait capacité d'agir un peu comme il le veut sur tous les conflits du monde. C'est pas du tout ça. L'ONU est là pour mettre en œuvre la volonté des États membres. Il y a 193 États membres, parmi lesquels 5 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont un pouvoir et une influence démesurée par rapport aux autres, et cela forme effectivement le noyau du Conseil de sécurité, et c'est là que se prennent l'essentiel des décisions. Et quand des conflits ou des intérêts stratégiques sont menacés pour ces grandes puissances que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Grande-Bretagne, eh bien ces conflits sont bloqués. C'est le cas pour la Russie en Syrie, c'est le cas pour les États-Unis sur Israël, c'est le cas pour la Chine sur le Tibet, pour la France sur l'Afrique francophone en partie. Donc l'ONU navigue une voie étroite entre les intérêts de ces pays qui sont un petit peu plus égaux que les autres parmi les membres. Karim Lebourg, quand on regarde la Syrie, près de 360 000 morts, certains disent même 500 000, des millions de déplacés. C'est une des tâches sur le blason de l'ONU. Vous étiez correspondant à l'ONU au moment où tout a commencé. C'est vraiment un échec historique. Racontez-nous comment ça a commencé. C'est un très bon exemple, la Syrie, parce que dire que l'ONU a rien fait, c'est pas vrai. L'ONU a tenté par tous les moyens d'essayer d'agir sur la crise syrienne et a été rebutée à chaque fois au Conseil de sécurité par le veto russe et par le veto chinois. 10 vétos depuis le début de la crise, une dizaine de vétos, c'est énorme. C'est une crise sur laquelle l'ONU ne parvient pas à agir parce que certains des États membres ne veulent pas agir sur cette crise. Donc l'ONU se contente aujourd'hui de donner de l'aide humanitaire, essaye d'organiser des pourparlers de paix, mais quand les acteurs du conflit ne veulent pas faire la paix, comment est-ce qu'on peut forcer les gens à faire la paix ? C'est pas possible. Donc ça a commencé. L'ONU, c'est qu'un outil en fait, c'est ça ? L'ONU, c'est un outil. C'est un outil au service des États membres, au service des nations de la planète, et elles peuvent l'utiliser ou pas, mais l'ONU ne peut rien imposer à ces États membres. C'est dans la charte de l'ONU. L'ONU ne peut pas intervenir dans les affaires intérieures des États, sauf si autorisé par le Conseil de sécurité de manière exceptionnelle. En Syrie, ça n'a pas été le cas. Et vous me demandez comment la crise syrienne ou le blocage syrien a commencé. C'est très simple. Moi, je suis arrivé à l'ONU au moment du printemps arabe. On était en 2011. Il y avait les interventionnistes, ceux que j'appelle les interventionnistes, venaient de remporter une grande victoire en Libye, une victoire en Côte d'Ivoire. Et puis, les souverainistes, l'autre camp,
a ramené le balancier sur la Syrie en disant non, trop c'est trop, vous êtes intervenu en Libye, vous êtes intervenu en Côte d'Ivoire, maintenant on refuse toute intervention. Et c'est le blocage qui a commencé en Syrie et qui se poursuit aujourd'hui. Et quand on voit, parce que vous racontez aussi l'intervention en Libye, quand on voit à quoi ça tient, c'est parfois extrêmement dérisoire. Vous dites, c'est les larmes de l'ambassadeur libyen. Alors c'était une scène assez extraordinaire. C'est ce moment où l'ambassadeur libyen, qui était un défenseur de Kadhafi, disparaît pendant plusieurs jours. Et il y a une réunion du Conseil de sécurité pour décider si on va autoriser ou non une intervention de l'ONU en Libye. La tension est vraiment à son comble. Cet ambassadeur a disparu et il réapparaît au Conseil de sécurité le jour de cette réunion et il se met à pleurer devant le Conseil de sécurité. Et il implore les Nations Unies d'intervenir en Libye contre celui qu'il appelle son ami Kadhafi, qui, dit-il, est devenu fou. Alors, cette scène a joué un rôle, ça n'a peut-être pas été un élément déterminant, mais je crois que les larmes de cet ambassadeur ont joué sur l'abstention de la Russie et de la Chine qui ont laissé passer cette intervention à l'ONU ce jour-là. Pour la Syrie, il a manqué les larmes d'un ambassadeur ? Pour la Syrie, je pense qu'on était face à des intérêts stratégiques qui étaient bien au-delà et que les larmes d'un ambassadeur n'auraient pas suffi. Il n'y a pas un moment où on aurait pu arrêter le massacre et... On peut refaire l'histoire, c'est difficile à dire. Est-ce que si Barack Obama était intervenu, avait respecté sa ligne rouge en 2013 et avait été intervenu pour marquer son opposition aux armes chimiques en 2013, est-ce que le cours des choses aurait été changé ? Peut-être. On peut refaire l'histoire. Je crois qu'en Syrie, il y avait des intérêts stratégiques, notamment de la Russie, qui étaient bien plus importants que sur la Libye et que ce pays-là joue un rôle au Moyen-Orient qui était beaucoup plus important que la Libye et que c'était beaucoup plus difficile comme crise. Le droit de veto, c'est vraiment ce qui limite le fonctionnement de l'ONU ? Oui, et en même temps, c'est ce qui est aussi la clé de voûte du système. Les grandes puissances n'auraient jamais accepté la création de l'ONU s'il n'y avait pas un droit de veto, si elles savaient qu'il fallait qu'elles aient une garantie d'un certain contrôle sur cette institution internationale. Il n'était pas question que les grandes puissances entrent dans une institution, une instance internationale sans avoir cette garantie que leur intérêt stratégique ne serait pas menacé. Donc c'est vrai que ce droit de veto est injuste, c'est vrai qu'aujourd'hui il est suranné, il est dépassé, il appartient à 5 nations qui ne sont pas représentatives du monde actuel. Et en même temps, sans ce droit de veto, je pense que l'ONU n'existerait pas parce que les grandes puissances s'en passeraient. Karim Lebour, est-ce qu'une réforme du Conseil de sécurité est envisageable ou c'est juste un exercice pour étudiants de sciences politiques ? C'est un exercice pour diplomates chevronnés, on en parle depuis des décennies à l'ONU, ça revient régulièrement. Oui, le Conseil de sécurité n'est pas représentatif, oui, il faudrait qu'il y ait davantage de pays africains, oui, le Japon, l'Allemagne, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud devraient être permanents du Conseil de sécurité. C'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que c'est une réforme qui est bloquée parce que encore une fois, les États-Unis, surtout la Russie, n'ont aucun intérêt à changer la composition du Conseil aujourd'hui et que pour changer le Conseil de sécurité, il faut une autorisation du Conseil de sécurité. Donc c'est pas gagné. Karim Lebour, je rappelle que vous venez de publier une saison à l'ONU au cœur de la diplomatie mondiale. C'est publié chez Steinkiss. L'arrivée de Donald Trump a encore compliqué le fonctionnement de l'ONU ? Alors c'était une des grandes craintes des diplomates au moment de l'élection de Trump. En fait, sa première année, il a commencé par utiliser l'ONU beaucoup plus qu'on l'imaginait, parce que son ambassadrice l'a fait, Nikki Haley, et qu'il a obtenu des victoires à l'ONU, notamment sur la Corée du Nord. Il a pu imposer des sanctions à la Corée du Nord à plusieurs reprises grâce aux Nations Unies. Et donc, l'administration Trump s'est aperçue que l'ONU, finalement, pouvait servir à quelque chose. Là, dans la deuxième année du mandat Trump, on est dans une phase très différente parce que son conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, qui est l'ancien ambassadeur américain à l'ONU sous George Bush, déteste l'ONU, disait si on enlevait 10 étages au bâtiment des Nations Unies, ça ne changerait absolument rien. Et lui est en train d'appliquer une politique de retrait des États-Unis de l'ONU. Donc on est dans une phase aujourd'hui qui est très différente entre les États-Unis et l'ONU, sans doute beaucoup plus conflictuelle. Et effectivement, on insiste aujourd'hui à un retrait des États-Unis de l'ONU, ce qui veut dire, et c'est important, que c'est la Chine aujourd'hui qui remplit ce vide. Je voulais en venir à ça parce que votre livre se termine, la dernière case de votre livre, c'est une allusion à la puissance chinoise. Vous cédez votre place, il y a une remplaçante qui arrive, et elle, en fait, elle n'a que la Chine en bouche. Mais bien évidemment, parce que quand les États-Unis coupent leur budget pour le maintien de la paix, les casques bleus à l'ONU, eh ben, ce sont les Chinois qui remplacent ces financements. Et aujourd'hui, les Chinois prennent
une influence de plus en plus prépondérante à l'ONU, surtout dans le maintien de la paix, surtout dans les casques bleus, surtout en Afrique, parce qu'ils ont compris que le continent africain était vraiment l'endroit où il fallait investir aujourd'hui. Et on voit un retrait des valeurs occidentales à l'ONU, notamment sur les droits de l'homme, sur la Cour pénale internationale, sur énormément de choses, sur la défense des gays et lesbiennes, etc. Et ces valeurs sont remplacées par d'autres valeurs, et notamment portées par la Chine. Alors justement, dans l'actualité très récente, il y a cette condamnation de la France mardi par le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour la France avait verbalisé 2 femmes qui portaient le voile intégral. Comment est-ce qu'on comprend cette décision ? Encore une fois, c'est un raccourci de dire la France a été condamnée par l'ONU. C'est pas le cas. L'ONU, c'était pas le Conseil de sécurité, c'était pas l'Assemblée générale de l'ONU, c'était même pas le secrétaire général. C'était un comité consultatif qui n'a d'avis que consultatif, et c'est même pas le Conseil des droits de l'homme. C'est un comité du Conseil des droits de l'homme. Donc on est quand même sur une subdivision vraiment très pointue. Donc on peut pas dire que l'ONU a condamné la France. On peut dire qu'un comité de l'ONU s'est réuni et a donné un avis consultatif qui était défavorable à la France sur ce sujet-là. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que l'idée démocratique est en train de reculer à l'ONU ? L'idée démocratique, je crois que l'ONU, c'est un conglomérat de pays et de valeurs différentes qui s'affrontent. C'est pas une enceinte démocratique, c'est une enceinte où les pays peuvent se parler. Tout le monde n'a pas la même voix finalement, à part à l'Assemblée générale, et les valeurs s'affrontent. Il y a des valeurs, certains pays défendent des valeurs démocratiques, d'autres pays défendent des valeurs autocratiques. Il y a des victoires, il y a des batailles, certaines sont gagnées, certaines sont perdues par un camp ou par l'autre. Karim Lebour, la couverture de votre album, Une saison à l'ONU, vous représente tout petit face à l'immense immeuble de verre des Nations Unies. Il y a du vertige face à ce qui se joue dans cette enceinte ? C'est l'impression que moi j'ai eue en arrivant mon premier jour à l'ONU, où je me suis perdu dans ce dédale de couloirs en cherchant le bureau qui m'était attribué, parce que c'est un bâtiment sur la première avenue à New York qui est vraiment immense, qui est un petit peu impressionnant. On l'appelle la Tour de Verre. C'est 70 étages sur la première avenue. Et c'est vrai qu'il y a ce moment un petit peu d'humilité quand on arrive et qu'on se dit « Ah, c'est là que des décisions ont été prises, c'est l'endroit où le Conseil de sécurité, où Dominique de Villepin a fait son discours sur l'Irak, j'avais ça en tête en arrivant, et puis on découvre que la réalité... Il y a beaucoup de dérisoire. Et la réalité est beaucoup plus parfois burlesque, parfois ubuesque, parfois dérisoire. Le Conseil de sécurité, l'une de mes premières réunions, le ministre indien des Affaires étrangères lit un discours pendant 5 minutes, et puis s'aperçoit qu'en fait il s'est trompé de discours, il a lu le discours de son homologue portugais. Il a fallu qu'il prononce... c'est vrai. C'était en février 2011, il a fallu qu'il prononce le mot Union européenne pour s'apercevoir qu'il avait le mauvais discours. Il ne s'est même pas aperçu qu'il lisait le discours d'un autre. Oui, j'étais là, j'étais dans la salle, c'était assez stupéfiant, et ça montre aussi qu'à l'ONU, personne n'écoute vraiment les discours, même pas ceux qui les donnent. On sent quand même chez vous une certaine affection pour cette grosse machine, je me trompe ? Oui, moi, bien sûr qu'il y a les travers bureaucratiques, bien sûr c'est une bureaucratie pesante, bien sûr que c'est une institution qui a une aversion au risque, bien sûr qu'il y a un management de l'ONU qui est pas efficace, bien sûr qu'il y a des tas de défauts dans cette organisation, des gaspillages sans doute, mais c'est vraiment une instance unique pour permettre à tous les pays de s'exprimer. Vous avez été témoin d'avancées, un exemple ? D'avancer, l'accord sur le climat, c'est quand même à l'ONU que ça s'est négocié. Le traité sur les armes légères, c'est à l'ONU que ça s'est négocié. Des interventions de casques bleus en Afrique qui ont permis de stabiliser certains pays comme l'Afrique du Sud, comme le Mali, même si aujourd'hui il y a des difficultés, c'est quand même à l'ONU que ça se passe. Sur les conflits sur lesquels les grandes puissances n'ont pas vraiment d'intérêt stratégique, l'ONU peut agir, et l'ONU parvient à stabiliser, à faire des choses, le Kosovo, etc. Donc il y a des défauts, mais il y a aussi des victoires. Et moi j'ai assisté à l'Assemblée générale en septembre, quand tous les pays du monde viennent prononcer un discours. On s'intéresse en général au discours de Donald Trump et au discours d'Emmanuel Macron, et puis on s'arrête là. Moi, à l'époque, je m'étais forcé à écouter des discours d'autres pays qui arrivent en fin de semaine, qui parlent devant une assemblée générale complètement vide. Et là, on a Haïti qui parle du poids de la dette. On a les îles Marshall qui disent on est menacé de disparition par la montée des eaux à cause du changement climatique. On a Madagascar qui parlait du vol de bétail. Et on se dit, ces pays-là parlent de leurs propres problèmes, de ce qui les touche vraiment, et c'est la seule enceinte internationale dans laquelle ils peuvent le faire. Karim Lebour, une dernière question avant de nous quitter. Il y a beaucoup d'œuvres d'art au sein de l'immeuble des Nations Unies, et juste à côté de votre bureau, il y a une statue, une sculpture. Vous parlez de celle d'Hiroshima ?
Ouais. Ouais, elle est assez impressionnante. C'est une statue qui se trouvait à Hiroshima pendant l'explosion atomique. Et de face, c'est une statue absolument normale. C'est une statue d'ailleurs Sainte-Agnès. de Sainte-Agnès qui se trouvait dans une église, dans une cathédrale à Nagasaki, pardon. Je crois que c'était Nagasaki. Et de dos, cette statue est complètement brûlée par les radiations et par l'explosion atomique. Et je trouve que c'est un symbole extraordinaire que d'avoir mis cette statue-là à l'ONU, parce que l'ONU, avant tout, a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour éviter ce type de conflits mondiaux. Merci beaucoup Karim Lebour d'avoir été notre grand invité. Je rappelle votre album, Une saison à l'ONU, au cœur de la diplomatie mondiale. C'est publié chez Steinkiss et c'est passionnant. Merci à vous et belle journée. Merci.